Une tournée fastueuse des monarchies pétrolières du Golfe, des contrats comme s'il en pleuvait et quelques grands coups de volant diplomatiques. Donald Trump a-t-il ouvert une nouvelle ère au Moyen-Orient? La diplomatie du chéquier remplace-t-elle la géopolitique traditionnelle? La Syrie et l'Iran sont-ils en voie de réhabilitation? Israël peut-il faire les frais de cette nouvelle donne? De tout cela, nous débattons ce soir dans le club Le Figaro International. Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous enseignez les relations internationales à l'Université internationale Schiller ainsi qu'à l'Institut libre d'études des relations internationales et des sciences politiques. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'Irak et l'État islamique, et votre dernier livre porte sur la mécanique des conflits aux éditions du Cavalier Bleu en 2024. Didier Billon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du programme Moyen-Orient Afrique du Nord de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, dont vous êtes directeur adjoint. Vous êtes spécialiste notamment de la Turquie et l'auteur d'une géopolitique des mondes arabes en 2021 et la même année de La Turquie, un partenaire incontournable, tous deux parus aux éditions Erol. Bernard Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Vous avez notamment dirigé l'Institut français de recherche en Iran pendant 5 ans. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur ce pays, dont une géopolitique de l'Iran réédité en 2016 et un numéro de la documentation photographique paru en 2021, L'Iran, paradoxe d'une nation, aux éditions du CNRS. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem, auteur d'une dizaine de livres, dont le dernier est consacré au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, sous le titre MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Proche-Orient, coécrit avec Christian Chesneau et paru en 2024 chez Michel Lafon. Alors, cette tournée de Donald Trump au Moyen-Orient, on a vu la fascination du président américain pour la richesse du Golfe et aussi une approche un peu nouvelle. Je voudrais qu'on lise ensemble une citation, un extrait du discours qu'a prononcé Donald Trump à Riyad le 13 mai. Sous nos yeux, une nouvelle génération de dirigeants, fatigués des divisions anciennes, transcendent les conflits du passé et forgent un avenir où le Moyen-Orient se définit par le commerce et non par le chaos, où il exporte la technologie et non le terrorisme, où des personnes de nations, de religions et de croyances différentes construisent des villes ensemble plutôt que ne se bombardent entre elles, et cela ne vient pas de nous, donc des États-Unis. Cette grande transformation n'est pas le fait d'interventionnistes occidentaux ou d'hommes qui prennent de beaux avions pour venir nous donner des leçons sur la façon de vivre et de gérer vos propres affaires. Au contraire, la naissance d'un Moyen-Orient moderne a été le fait des habitants de la région eux-mêmes. Alors, est-ce que ça sonne la fin de l'ingérence américaine au Moyen-Orient, Myriam Benrad? Cette déclaration, vous l'entendez comment? Alors, tout dépend de la définition qu'on donne d'ingérence, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de sortir de cette croisade morale qui finalement a caractérisé, je pense, l'action américaine sous l'administration Bush, après le 11 septembre, alors un peu sous l'administration Obama, mais enfin Obama se sentait obligé de poursuivre une certaine action, notamment sur le terrain syro-irakien. Il y avait eu le discours du Caire d'Obama en 2009. Le discours du Caire. Biden avait plus ou moins renoué avec, je dirais, cette posture moraliste. On a dit de Trump qu'il était assez volatile, imprévisible, mais en fait, j'ai personnellement ressorti son livre des années 80, The Art of the Deal, oui. Il ne fait qu'appliquer finalement une pensée qui a toujours été la sienne, qui est en effet centrée sur le commerce, le business, les accords. Mais il évoquait le Moyen-Orient à l'époque, dans The Alors Art of pas the Deal? Nécessairement, mais il y avait vraiment cette... C'est une théorie générale. Voilà, c'est ce paradigme de la transaction. On est là pour faire de la transaction, avoir des partenaires commerciaux, et en se débarrassant finalement, encore une fois, de ce moralisme, voire cet idéalisme qui présidait à un certain nombre d'actions américaines, la promotion de la démocratie, les droits humains, etc.,
au profit d'une approche pragmatique avec des résultats mesurables. Parce que c'est vraiment ça aussi, pour lui, la diplomatie, ça se mesure en résultats, ça n'est pas simplement... On verra les chiffres faramineux des contrats. Un mot, Didier Billion, sur le... Est-ce que ce type de discours est bien reçu dans la région? A priori, il doit l'être. Ça dépend par qui, dans la région. Les dirigeants et ses homologues, en général, reçoivent très bien le discours, ils s'entendent très bien avec eux, et il fait du business. Et je pense qu'en réalité, je suis assez d'accord avec Myriam, on a souvent l'habitude de considérer Trump comme quelqu'un de totalement erratique, dont on ne sait jamais ce qu'il va décider le lendemain matin, ce qui n'est que partiellement vrai. Il y a une véritable ligne. La citation que vous avez faite est bigrement intéressante. Je ne partage pas du tout ce qu'il dit, mais au moins il a une ligne. Il considère que grâce au doux commerce, comme l'ont dit certains avant lui, eh bien les choses vont se régler quasi-automatiquement. Mais qu'est-ce que vous critiquez dans sa déclaration? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Quand il dit que les nouveaux dirigeants, moi je ne fais pas de la politique un problème seulement de génération, il y a les intérêts des États-nations. Les uns sont contradictoires parfois aux autres. Et ça, il fait l'impasse là-dessus. C'est-à-dire que la diplomatie transactionnelle... Le commerce résout tous les conflits. Non, ça n'existe pas dans la réalité. Il y a des conflits politiques, il y a des conflits géopolitiques, il y a des luttes d'influence, il y a des conflits sociaux aussi qui existent, même si dans le Golfe, ce n'est pas la principale des caractéristiques pour l'instant. Donc je crois qu'il va beaucoup trop vite en besogne, qu'il veut généraliser son art du deal, comme le bouquin l'expliquait, mais il y a bien longtemps et d'une façon générale, sauf que quand on rentre dans les dossiers durs de la géopolitique, alors on en revient aux rapports de force, et ces rapports de force ne peuvent pas être dénoués uniquement par le commerce. C'est là la limite du raisonnement. Jean-Marc Bruno, ce qui reste, c'est, en gros, je ne vais pas vous donner de leçons de morale et vous dire comment diriger vos pays. Voilà, et ce qui reste aussi, c'est cette quête de stabilité qui est la sienne et qui est aussi celle à la fois des dirigeants arabes mais aussi probablement iraniens, on y viendra tout à l'heure, et qui est là, et tout le monde est en phase effectivement, parce que, et c'est là, alors moi non plus je ne suis pas un grand admirateur de Donald Trump, mais sa citation là, bon, il n'y a pas grand chose à redire, parce que et il se place dans une géopolitique du Moyen-Orient actuellement où tous les dirigeants anciens ennemis, saoudiens, iraniens, syriens, etc., nouveaux, aujourd'hui se disent on ne veut plus de conflits, on veut effectivement se consacrer au développement de nos pays parce que c'est ce que nous demandent nos populations, même si nous ne sommes pas des démocraties. L'Arabie Saoudite, au nom de ça, s'est réconciliée avec l'Iran. On voit émerger en Syrie un ancien djihadiste qui rencontre Donald Trump. On va en parler, mais qui s'inscrit aussi dans cette ligne de dire occupons-nous d'abord de développer notre pays. Alors effectivement, il y a des conflits géopolitiques, en particulier israélo-palestinien, celui-là, il se règle autrement, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une espèce de communion et un hyper-réalisme de Donald Trump, qui en a fini, effectivement, comme tu le disais, avec ses leçons de morale qui sont toutes avérées être des fiascos patents. Oui, on est tous d'accord sur le fait que il faut faire du commerce, du business, s'entendre bien entre nations, et donc tout le monde applaudit avec cela. Les printemps arabes d'il y a maintenant 15 ans, vous montrez des sociétés qui ont envie de vivre au XXIe siècle, ça c'est très banal. Et on applaudit à cela. Et ça, c'est Sauf que cet espoir n'a pas été réalisé tout à fait. Par les printemps arabes, 15 ans après, comme vous le dites. Oui, mais parce qu'il y a aussi les héritages. Et l'héritage, c'est comme disait Didier Billion à l'instant, ce sont des États qui ont leurs histoires, des sociétés qui sont là, avec des modèles aussi. Le modèle communiste d'il y a 50 ans, le modèle islamiste d'il y a 40 ans, sont toujours vivants. Et dans cet héritage, comment le résoudre ? C'était l'exemple d'Al-Shara en Syrie, ancien terroriste djihadiste, mais aujourd'hui il change de perspective. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui faire confiance, naïvement, mais je reprendrai ce qu'avait dit Reagan, je crois, qui avait dit « trust but verify ». Il l'avait dit à propos de l'Union soviétique. L'Union soviétique. Alors, est-ce que quand on entreprend quelque chose, comme dit Trump, j'y vais, je fais confiance, je sais qu'il... mais je vérifie quand même, je ne suis pas naïf, mais au départ, je fais confiance. Donc, Al-Shara à Paris ou MBS recevant Al-Shara et Trump, etc., bon, faisons le pari que c'est possible. Et rêvons un peu de cela, et c'est là que Trump, avec sa gouaille, essaie de faire croire que c'est possible, mais il ne faut pas non plus être naïf et regarder les choses. Mais il faut au départ y aller. Mais il y a un élément très tangible dans cette tournée, c'est l'argent.
c'est là qu'est l'argent. Et ça explique une grande partie de la fascination de Trump, puisqu'il a évoqué un total de contrats pour la somme mirifique de 3 500 milliards de dollars. Alors peut-être que c'est un petit peu gonflé, qu'il y a des anciens accords qui ont été mis dans un emballage neuf, il y a des promesses de contrats qui peut-être ne se réaliseront pas toutes, on en voit quelques-unes sur notre écran, mais quand même, le Qatar qui achète 160 Boeing pour 96 milliards de dollars, la compagnie saoudienne Aramco qui passe 34 accords pour une valeur de 90 milliards, etc. On parlera après des cadeaux personnels qui sont venus mettre la cerise sur le gâteau, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une diplomatie du chéquier qui est à l'œuvre plus qu'ailleurs dans le Golfe et qui fonctionne avec Donald Trump? Myriam Benhamra. Oui, alors oui, puis c'est dans la continuité du premier mandat de Trump, sauf que là, il accélère la tendance parce qu'on est au mois de mai et il réalise ça finalement dans c'est son premier voyage à l'étranger, à part les obsèques du pape François. Hein. Voilà, c'est son premier voyage, il réalise effectivement tous ses contrats, toutes ses signatures en un temps record. Il impressionne à domicile puisqu'il a quand même promis aux Américains de restaurer la grandeur de l'Amérique, Make America Great Again. Je suis assez d'accord avec vous. On est entre l'héritage de Reagan, mais aussi Eisenhower sur le côté je parle à des parias, je parle à MBS, je dis d'Al-Shara qui est un grand combattant, alors que c'était quand même un des terroristes les plus recherchés par les États-Unis il y a encore quelques temps. On est vraiment dans en effet cette approche par le contrat, par le business, mais cela étant avec quand même une réserve par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il fait nécessairement confiance. Il fait le pari, mais il ne considère pas que l'Amérique aujourd'hui a une quelconque alliance stratégique avec qui que ce soit. On a des partenaires circonstanciels. En même temps, il a promis de protéger les alliés de l'Amérique, et il l'a dit dans cette région, alors qu'il a tendance à ne pas le dire en Europe. Alors, qui sont les alliés, en fait, parce que ça nous amène à cette question. Donc juste, les Saoudiens, est-ce que l'Arabie Saoudite n'est pas la meilleure alliée dans le monde aujourd'hui de l'Amérique de Trump? Alors, aujourd'hui, probablement, parce que et cette alliance a été ressoudée alors qu'elle avait été entamée sous l'ère Biden. Mais pour revenir à votre question sur la diplomatie du chéquier, je dirais c'est pas très nouveau quand même. Il faut se souvenir que le premier voyage officiel de François Mitterrand en 1982, c'était à Riyad déjà. C'était à Riyad déjà. Il n'y est pas allé pour promouvoir la démocratie. Mais il avait ramené combien de il avait ramené parce que l'Arabie Saoudite. Peut-être pas autant de milliards. Non, beaucoup moins, parce que là, on est sur une dimension évidemment exponentielle, mais je veux dire, ces partenaires-là ont toujours été nos alliés industriels, commerciaux, des pays qui font nos fins de mois, qui financent nos opérations armées extérieures en Afrique lorsqu'il le faut. Lorsqu'il y a les printemps arabes, on envoie Édouard Balladur en Arabie Saoudite pour dire il faudra que l'Arabie finance, etc. Donc voilà, ça fait partie de la réelle politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur des dimensions nouvelle, mais ça n'est pas très nouveau quand même. Hein. Didier Billon. Oui, je suis d'accord, mais je voudrais revenir sur la notion d'allié. Oui. C'est-à-dire que si on imagine que Trump, ou toute autre puissance, notamment puissance occidentale, est désormais dans une situation de créer ou recréer des alliances solides telles que nous avons pu les connaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on se trompe totalement. C'est-à-dire vous parlez d'alliances formelles, encadrées par des traités. Des exigences, des droits et des devoirs. Nous ne sommes plus dans cette séquence désormais. Ça, c'est valable pour la Terre entière, pour la planète entière, mais ça s'applique tout particulièrement à la région qui nous intéresse cet après-midi. Je veux dire par là que les Saoudiens, bien sûr, sont des partenaires réels, ô combien des États-Unis. On en a quelques éléments de preuve rappelés par le montant des contrats, mais rappelez-vous aussi que lorsque Biden était venu baiser la main de Mohammed Ben Salman au lendemain du début de la guerre en Ukraine pour lui demander d'augmenter la production pétrolière, c'était un échec cuisant. C'est-à-dire que Mohammed Ben Salman lui avait dit non. Oui, mais Biden voulait en faire un paria. Mais d'accord, non. Biden avait dit « je n'irai jamais en Arabie Saoudite ». Il y est allé. C'est un État paria. Après l'affaire Khashoggi. Il y est allé. Après l'affaire Khashoggi. Donc, on est dans une situation où les États de la région sont preneurs de partenariats, notamment économiques, éventuellement politiques, et si les planètes s'alignent, tant mieux, mais pour autant, ne croyons pas que c'est un système d'alliance solide qui va s'inscrire dans la durée, je ne le pense pas. Bernard Hourcade. Cette politique du chéquier, ça me rappelle 2015, lorsque l'Iran était l'Eldorado.
L'Iran s'ouvrait, les sanctions s'ouvraient, et les entreprises françaises, notamment italiennes ou allemandes, se ruent vers l'Iran, qui est le nouvel Eldorado, et des contrats par millions sont signés à Paris, etc. Et tout se casse la figure le 8 mai 2018, quand Donald Trump, justement, casse l'accord, et fait que rien ne se fait. Parce que la politique revenait. Donc, ce qui vient d'être dit et fait ces jours-ci, magnifique, tout le monde applaudit. Mais vous continuez à croire que la politique chasse le commerce. De traduire en termes politiques ces belles décisions, qui sont toutes belles, mais il faut les traduire en politique. Bernard, si je peux me permettre, le 14 juillet 2015, j'étais à Téhéran lorsqu'a été signé l'accord nucléaire. Le 15, j'ai fait un papier dans le Figaro en disant il n'y aura aucun financement d'investissement pour une raison très simple, c'est que les banques françaises ne voulaient pas financer. Donc c'est là, moi je ne suis pas un artisan du commerce à tout craint, mais en l'occurrence c'est ce qui a manqué. Mais il y a quand même 2015, pas mal d'entreprises qui sont allées en Iran. On a eu 120. Le blocage était politique. Parce que politiquement, les États-Unis bloquaient le système. Aussi financier. Ça nous renvoie à la question de la Syrie. Oui, on va y venir dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on évoque les cadeaux, parce que c'est peut-être ce qui scelle encore davantage que les contrats cette alliance dont on vient de parler. Donc il y a bien sûr le Boeing 747 offert par le Qatar à Donald Trump. Alors il va le mettre sur le compte de sa fondation ou du département de la Défense, on ne sait pas trop. Il coûte quand même 400 millions de dollars et il est joliment décoré, comme vous l'avez sûrement tous vu. Il y a un Trump Golf international à Doha. Oui, oui. Il y a des projets de Trump Tower à Jeddah en Arabie et à Dubaï dans les Émirats. Et il y a les investissements des Émiratis dans la crypto-monnaie de la famille Trump. Alors est-ce que c'est un alignement des mœurs, en fait, américaines sur les mœurs des familles royales des pétromonarchies? C'est un partenariat, encore une fois, pour avoir un peu étudié cet aspect-là. Il y a une intimité des relations entre dirigeants saoudiens et businessmen américains, notamment MBS, est très copain avec tous les patrons des multinationales de la Silicon Valley. Et donc il y a une imbrication et des intérêts croisés qui sont extrêmement forts. Vous voulez dire que Trump entre dans un écosystème qui existe déjà, qui existe déjà. Ouais. Et donc, et puis il y a entre dirigeants saoudiens, enfin. Comment s'appelait Bandar bin Sultan, l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, pendant 20 ans, était le meilleur ami de George Bush Jr. qui a déclaré la guerre. Il y a cette photo, on le voit dans son salon, assis sur le canapé. Et donc, bon, ce que je veux dire, c'est que on s'étonne effectivement aujourd'hui de cette imbrication, mais elle est ancrée dans l'histoire, beaucoup plus effectivement qu'entre eux et nous, même s'il y a eu, ou entre eux et la Grande-Bretagne. Avec les États-Unis, c'est quelque chose qui remonte à des dizaines et des dizaines d'années. Si je peux me permettre, moi je vois vraiment l'alignement aussi de la notion de success story, enfin, ces dynasties américaines avec cette collusion, on le sait, oui, c'est ce qu'a décrit Trump, quoi. Du pouvoir politique, cette réussite formidable, le pouvoir économique, ils sont effectivement complètement alignés. Alors, le paradoxe, c'est que ça a été quand même l'aspect le plus critiqué aux États-Unis, à tel point, y compris par les républicains, et à tel point que les contrats ont presque été effacés auprès de l'opinion publique par les cadeaux. Il faut passer à la politique, c'est bien joli, les relations personnelles sont importantes, et Trump tape dans le dos de ses interlocuteurs, même s'il les aime pas. Donc c'est important, les relations personnelles, c'est évident, beaucoup de choses se font comme ça. Mais si on ne passe pas à des décisions politiques structurelles un peu importantes, ça ne marche pas. Mais vous ne voyez pas de la politique derrière toute cette apparence, tous ces ors et ces dorures? Il y a quand même des enjeux stratégiques dans la région pour les États-Unis. Stratégique très, très fort, mais il faut encore accepter que les armées se mettent en phase. Il se passe en Israël des choses quand même des choses très importantes. On va bien sûr en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il ne suffit pas de faire de belles paroles, il ne s'agit pas de dire nous souhaitons la prospérité pour tout le monde, ça, on est d'accord. Mais traduire cela en termes très concrets. Et là, le passage au concret politique, militaire, financier, changement de loi, de sanctions juridiques qui sont là, tout ça, il faut le faire. Et pour l'instant, on n'y touche pas. On se tape sur l'épaule, on se fait de bonnes festivités, mais ça ne suffit pas. Et là, ce que l'on voit dans ce Moyen-Orient, tout le monde dit « Ah, si on faisait ceci, regardez, tout le monde s'aime, les trois religions, juifs, chrétiens et musulmans ensemble. » On est d'accord, C'était pas le ton dominant quand même, là. Non, mais c'est regardons la réalité. Didier Billon, oui. Non, enfin, sur les cadeaux personnels
il a subi quelques critiques et des questions pertinentes de la part de journalistes aux États-Unis, mais il a répondu non moins spontanément. Mais quand on me fait un cadeau, il faudrait vraiment être bête, voire impoli, de refuser. Mais au-delà de l'anecdote, et ce qui nous fait sourire, c'est toute une ligne politique de fonctionnement de son rapport au monde, de ce rapport à la société. Il est totalement décomplexé par rapport aux problèmes d'argent, mais en faire une politique a ses limites, pour les raisons qu'on a évoquées. Donc ça peut marcher conjoncturellement, et incontestablement, son voyage a été quand même couronné de quelques succès. Mais s'il pense pouvoir résoudre les difficiles et complexes questions du Moyen-Orient uniquement par le doux commerce, je crois que là, il est sans faire dans une erreur. Alors on en vient justement, pardon, mais à l'aspect, ce que vous décrivez, c'est-à-dire le pari. On en a vu un exemple sur la Syrie. Il reçoit donc le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Shara, 30 minutes. Les sanctions américaines sont effacées d'un trait de plume. Il dit c'est un gars, c'est un dur. Et il a un strong past. Je ne sais pas comment on doit traduire ça, il a un passé musclé, on va dire. Et le type est quand même, vient d'Al-Qaïda, a fait l'objet d'une mise à prix de 10 millions de dollars de la part des Américains. C'est un pari... c'est un pari trumpien ou bien finalement tout le monde le fait en ce moment, Myriam Benrahma? Comment vous avez vécu cette séquence? Comment vous l'avez observée? Il y a une chose importante, je pense, qu'il faut quand même mettre en évidence, c'est que de la même manière que lors de son premier mandat, il avait vraiment tout fait pour se définir par antagonisme à Obama, il est en train de refaire exactement la même chose quand même par rapport à Biden. Quand il nous dit justement je délaisse toute considération morale, tout moralisme, c'est fini cette croisade morale de l'Amérique, il a parlé du nation building, on ne va pas transformer le Moyen-Orient en imposant de nouveaux principes, etc. Donc il y a quand même cette volonté de prendre le contre-pied de ce que Biden a en partie quand même longtemps incarné quand il était sénateur et qu'il soutenait la guerre d'Irak. Quand il a été, bien sûr, vice-président. Oui, mais là, al-Shara, c'est un phénomène récent. Trump ne se définit pas sur cette démarche vis-à-vis de la Syrie par rapport à Joe Biden. Il prend un pari. Ce qu'il dit par rapport à son changement de position par rapport à Shara, qui traitait de djihadiste il y a 6 mois, il faut quand même le rappeler, simplement, c'est parce que à la fois MBS, Mohammed bin Salman, et Erdogan, qui sont à la fois 2 alliés de Trump et les 2 mentors de Shara, lui ont dit c'est pas forcément celui dont on aurait rêvé, mais il faut l'aider parce que sinon ça va être le chaos. Or, le chaos en Syrie, ça veut dire une résurgence de l'État islamique, ça veut dire une possibilité de retour d'un certain nombre de djihadistes. Donc c'est pour ça que Trump a changé de pied, à l'insu d'ailleurs, d'après ce qu'on sait. Est-ce qu'il a eu raison de le faire comme ça, dans un claquement de doigts et pas de manière progressive? Bernard Urquhart. Il faut d'abord faire confiance. Sur le marché, il n'y a que al-Shara. On aurait préféré quelqu'un d'autre, mais sur ce marché, il n'y a que personne. Dans 2 solutions, où on dit c'est un méchant, etc. So what? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il a raison de faire. Oui, mais il pourrait dire, OK, on vous donne une chance et on va progressivement lever les sanctions. Il lui a donné au fur et à mesure de imposer des conditions. Des conditions, mais progressivement, ça veut dire quoi? 10 000 € ici, 20 000? Non, soit on y va, et Trump, il a au moins cette qualité-là, c'est qu'il fonce. Aveuglément peut-être. Il dit, je lève toutes les sanctions d'un coup. Il faut ensuite que ça passe. Parce qu'il faut que ça soit juridiquement réalisé. Mais il faut que ça passe par le Congrès ou c'est lui qui le décide? Les deux. Les deux. Congrès américain. Provisoirement, mais il faut que ça passe. Donc, il a raison, je crois. Et quand le président Macron a reçu al-Shara, il avait raison politiquement. Les Américains ont décuplé la mise. Il faut faire cela. Et maintenant, l'Europe suit, puisque l'Europe annonce aujourd'hui même qu'elle va lever les sanctions. Didier Billion, vous êtes aussi d'accord? Il faut prendre ce pari-là avec al-Shara? Je le pense totalement, parce que al-Shara, lui, il a un projet national. Il veut la stabilité de son pays. Alors on verra bien avec les méthodes qu'il utilise. Et puis, il y a 2 autres États dans la région. C'est la Turquie, nous l'avons déjà évoqué, et les Israéliens. Et ces 2 États qui sont quand même, dans l'ensemble, assez proches des États-Unis, en dépit de quelques turbulences ponctuelles, ont besoin de la stabilité en Syrie, parce que si la Syrie ne se stabilise pas, il y a résurgence de Daesh. On a quand même assisté à cette scène un peu surréaliste, à mes yeux. C'est al-Shara demandant à Donald Trump d'intervenir auprès des Israéliens pour calmer le jeu, puisque les Israéliens occupent une partie du sud de la Syrie, bombardent pas mal
de cibles en Syrie. Donc c'est Al-Shara qui demande à Trump de calmer les Israéliens. Il est dans l'hyper-réalisme. Je pense que Trump est très attentif à cette demande, parce qu'au cours des dernières semaines, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par Trump qui ne vont pas exactement dans le même sens que ce que fait le gouvernement israélien. Alors, je ne dis pas qu'ils vont se brouiller. Alors, eux restent des alliés fondamentalement. Puis on parlait de la Turquie et d'Israël, on est quand même du côté de la Turquie et d'Israël sur des logiques aussi d'ascendant régional. Donc la Syrie, oui, stabilisée, mais la Syrie, disons les choses, sous protectorat turc au nord, qui va être durable, sous protectorat israélien durable aussi au sud, parce qu'il n'y a pas de souveraineté syrienne. Donc c'est vrai quand même. Mais Al-Shara, il va tenir avec un double protectorat comme celui-là. Il y a deux choses. Il y a ce que dit Trump, effectivement, qu'il assure de la levée des sanctions, qui va prendre, à mon avis, plus de temps, qu'il assure de son soutien, de la reconstruction de la Syrie. Tout ça est très, très difficile à mettre en œuvre. Puis après, il y a le destin d'Al-Shara en interne et à l'échelle régionale. Et on ne sait pas véritablement quand même encore où va la Syrie. C'est enlèvement, y compris financièrement. Quand on va en Syrie aujourd'hui, tout le monde dit le problème, c'est les sanctions. À partir du moment où les sanctions sont maintenues, il n'y a aucun redémarrage économique. S'il n'y a pas de redémarrage économique, dans 3 mois, 6 mois, Al-Shara sera renversé ou tué. Or, ça n'est pas dans notre intérêt, compte tenu de ce qu'on a dit, ce sera un chaos dont Daesh profitera. Et puis, ce qu'il faut signaler aussi sur l'aspect business, c'est que Shara lui-même, c'est certes un ancien djihadiste, mais c'est aussi, je dirais, c'est un Damascène qui a l'art du commerce. Et il l'a dit et répété, moi je veux faire du commerce. C'est pour ça qu'ils s'entendent très bien aussi avec MBS. On a parlé qu'il y aurait peut-être une Trump Tower à Damas. Il y aura évidemment des intérêts pétroliers américains dans l'est de la Syrie. Donc ça aussi, c'est important. Pour reposer ma question, politiquement, un président syrien tel qu'Al-Shara peut tenir s'ils sont maintenus ce protectorat turc au nord et ce protectorat entre guillemets israélien au sud, vraiment MBS va être le garant des engagements ou des promesses faites par Shara à est-ce qu'il ne doit pas assurer au moins l'intégrité territoriale et la souveraineté? C'est ce qu'il est en train de faire. L'armée syrienne a été rasée par Israël dans quelques temps, donc aucun pays au monde qui veut se reconstruire ne peut fonctionner comme cela. Donc si on n'aide pas la Syrie, elle va effectivement s'effondrer avec les dangers que l'on a signalés. Donc c'est l'intérêt même d'Al-Shara qui dit « je veux bien reconstruire mon pays, mais protégez-moi de vos amis ». Donc Israël ou la Turquie. Parce que moi, je ne peux rien Avant, faire. c'était l'ingérence, enfin, c'était l'omniprésence des Iraniens, notamment. Ils ne sont plus là du tout. C'est fini. Ils ne sont pas là. Ils ont du passé. C'est toujours la question que l'on se pose. Ils avaient un réseau extrêmement important de la Syrie et ils attendent l'occasion de revenir ou... C'est les Iraniens. C'est qui les Iraniens? Les gardiens de la Révolution, le régime. Partis vaincus. On ne mesure pas la défaite morale et militaire et politique des gardiens de la Révolution en Syrie. Elle est totale. Ils ont été écrasés et humiliés. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt discrets et essaient de garder la fortune qu'ils ont accumulée plutôt qu'autre chose. Mais politiquement, ils ne sont plus en tête de liste. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait des accidents, mais ils n'ont plus politiquement les moyens de le faire. Donc Al-Shara, il est là, avec les difficultés que l'on connaît, on peut en ajouter une liste comme cela. Mais si nous voulons qu'il n'y ait pas encore des millions de réfugiés syriens, et si nous ne voulons pas que la guerre continue, il faut faire confiance, mais vérifier par la suite, bien évidemment. Moi, je trouve qu'on a quand même souligné un point important, là, quand on parlait de géopolitique versus commerce, cette idée que le mercantilisme va tout résoudre. Je pense qu'il y a quand même encore une inconnue. Alors j'entends les arguments, mais il y a quand même encore une inconnue en Syrie aujourd'hui, qui pourrait ressurgir et qui pourrait surprendre tout le monde. On a eu un 7 octobre 2023 au Proche-Orient, lorsque l'on pensait que la question israélo-palestinienne était complètement évacuée de cette... Pardon, vous faites allusion à quoi? À quoi pensez-vous? Les proches d'Al-Shara, par exemple, qui pourraient tout à fait être l'élément d'instabilité, de déstabilisation, parce que certains veulent le pouvoir, parce qu'on n'a pas un gouvernement aujourd'hui stable. Alors, il y a ces logiques syriennes qu'il ne faut pas oublier. On parle toujours de gouvernement inclusif dans ces régions. Je trouvais ça très intéressant quand vous m'avez posé la question sur le remodelage, etc. On est dans cette idée de grande transformation. Il n'y a en fait aucune transformation au cours des 25 dernières années qui a vraiment produit les résultats qu'on attendait, parce que systématiquement, on a vu des coups d'État, on a vu un 7 octobre 2023, on a vu finalement un changement de régime que personne n'escomptait survenir aussi brutalement en Syrie. Aucun des acteurs de la région ne poursuit sur cette trajectoire sans être
perturbé. Didier Billion? Non, mais évidemment, la situation en Syrie, elle est tout sauf stabilisée, évidemment. Mais après 14 ans de guerre civile, on peut difficilement imaginer que... Oui, on ne peut pas faire la fine bouche, en gros, avec ce qu'on a aujourd'hui comme élément sur la table. Effectivement, Al-Shara peut être assassiné par ses proches. Tout est possible. Tout est possible. Alors, mais ce que je constate, moi, c'est que son projet à lui, c'est de tenter de reconstruire une entité nationale syrienne, tant que faire se peut, souveraine et indépendante. Donc de ce point de vue d'ailleurs, j'ai une nuance avec toi, Myriam, sur le protectorat turc et israélien. Je pense que l'objectif des Turcs, c'est pas de rester indéfiniment dans le nord de la Syrie. Non. Les Turcs, ils ont une seule obsession, c'est la question kurde. Voilà. Si cette question kurde, elle est jugulée, et ça en prend le chemin, là aussi je reste très prudent, il y a encore un certain nombre d'incertitudes, eh bien les Turcs reviendront chez eux. Et quid d'Israël? Parce que les Druzes, c'est plus un prétexte peut-être, non, que la question kurde pour les Turcs. Je considère qu'Israël est aujourd'hui le facteur déstabilisateur du Moyen-Orient, et pas seulement en Syrie, dans toute la région. On va revenir plus longuement sur Israël dans la troisième partie. Maintenant, il y a un autre pari diplomatique pris par Donald Trump, c'est l'Iran. Il se remet à négocier avec l'Iran, il a tendu un rameau d'olivier. Je cite, on va même écouter ce qu'il nous dit. Ils ne sont pas loin d'un accord, selon lui. And I think we're getting close to maybe doing a deal without having to do this. There's two steps. There's a very, very nice step, and there's a violent step. The violence like people haven't seen before. And I hope we're not going to have to do this. I don't want to do the second step. Bon, on a bien compris dans son langage un peu imagé que ce qu'il appelle la première étape, c'est la diplomatie, et la deuxième, ce serait des frappes militaires. Si jamais on entend parler des frappes militaires israéliennes contre l'Iran, secrètes évidemment, qui sont publiées dans les journaux, ça fait 30 ans qu'on voit cela. Aujourd'hui, effectivement, les choses ont quand même changé dans beaucoup de domaines. Oui. Et donc, qu'il y ait une reconfiguration générale, avec beaucoup d'inconnus, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a une reconfiguration générale. Sur l'Iran, il y a eu un changement politique à l'intérieur de l'Iran, qui a commencé avant le gouvernement réformateur de l'Iran, de Pezeshkian. Oui. Parce que les conservateurs de Raïssi, élus en 2021, qui étaient contre l'accord sur le nucléaire, etc., à l'intérieur de l'Iran, ont négocié les Américains. Il faut dire qu'en août 2022, un accord avait été négocié avec les Iraniens via les Omanais, avec les Américains, pour trouver une solution sur le nucléaire. Ça avait été trouvé. Les conservateurs iraniens ont fait saboter la chose à la dernière minute. Bon. Et donc c'est reparti maintenant. Donc Trump ne fait que reprendre... Mais ils sont toujours là, ces conservateurs qui peuvent faire capoter. Ils ont été écrasés en Syrie et en Irak, qu'ils ont perdu les élections. Donc vous êtes plus optimiste sur les chances d'aboutir aujourd'hui? Pas optimiste, je regarde un peu les rapports de force et je me rends compte que le guide de la République islamique, dont le but est de sauver son régime bien évidemment, et il a fait conscience qu'après les émeutes des femmes notamment, que toute la société iranienne était vraiment à bout. Donc s'il voulait sauver sa peau en tant que système politique, et que tous ses amis qui ont pas mal pris d'argent dans les caisses gardent un minimum de choses, il fallait négocier. Et donc c'est acquis. Et donc le gouvernement lui-même et le guide de la République islamique lui-même sait très bien, contraint et forcé, qu'il n'a pas le choix. Comme il avait signé, comme Khomeini avait accepté de signer l'accord, la paix avec l'Irak en 88, ou ensuite signé l'accord sur le nucléaire, ils n'ont pas le choix. Et donc aujourd'hui, les choses avancent. Cela dit, des deux côtés, il y a des problèmes, côté américain comme côté iranien. Les Iraniens ont une urgence à trouver une solution en levant les sanctions, comme pour la Syrie. Faites donc ce que vous devez faire pour la Syrie, pour l'Iran. Mais en Iran, aux États-Unis aussi, il y a des gens qui ne veulent pas un accord avec les États-Unis et Israël avec l'Iran. Évidemment, Israël est derrière. Ce qui est frappant, c'est qu'en 2015, lorsqu'il y a eu l'accord international sur le nucléaire, le guide avait dit à ses proches, je ne veux pas d'Américains en ville, par rapport au commerce, par rapport aux contrats, etc. Aujourd'hui, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on voit Arakchi qui fait une tribune dans le Washington Post et en disant « Nous n'avons aucun obstacle fondamental à ce que les sociétés américaines reviennent ». Et donc là, c'est un changement quand même considérable, avalisé. Et vous l'expliquez comment? C'est un changement du guide lui-même? Le guide, ils sont acculés. Ils sont acculés et ils savent économiquement. Ils savent qu'aujourd'hui, l'alternative à un non-accord, ça n'est pas comme 2015, plus de sanctions, ce sont des frappes. Or, c'est un régime qui est acculé économiquement, fragilisé intérieurement par une rébellion, une révolte qui est certes éteinte, mais sous-jacente, et qui veut, comme tu l'as dit, qui veut sauver sa peau. D'où cette
espèce de... Mais les frappes, je ne crois pas. Les frappes sont un grand discours, il s'est toujours sous la coude. Vous n'y croyez pas aux frappes, oui. C'est pas que je n'y crois pas. Les Israéliens, ils ont quand même, il y a quelques mois, détruit les défenses aériennes iraniennes en une nuit. Aussi ont des missiles de grande qualité qui sont capables de toucher le territoire israélien, ils l'ont montré à 2 reprises. Oui. Il y a eu donnant. Mais l'Iran a aussi des moyens de rétorsion. Et dans une frappe militaire, on détruit les installations nucléaires iraniennes. Et après, les Iraniens... Sachant qu'elles sont enterrées très profondément, etc. Il faut rappeler ça. Ça t'a arrêté. Et après quoi? Les Iraniens ont la capacité technologique de les refaire. Ça prendra 5 ans de plus. Mais ça va unir tous les Iraniens, y compris les Iraniens à diaspora, y compris le fils du Shah aux États-Unis. On ne touche pas à la nation iranienne. Et dans l'unité nationale, autour de qui? Du régime. On refait ce que Saddam Hussein a fait en 80 en attaquant l'Iran, ce qui fait que Khomeini au pouvoir a pu monopoliser le pouvoir. Donc, les frappes renforceraient les plus radicaux en Iran. Mais vous, besoin de ça aujourd'hui. L'un comme l'autre, vous êtes plutôt encourageant sur les possibilités d'arriver à un accord sur le nucléaire. Il y a une solution qui est possible. Myriam Benrad. Moi, je pense qu'on est quand même sorti de la séquence qui était celle de l'axe de la résistance. Contre cette grande alliance sacrée israélo-américaine, celle du régime change. Donc en effet, c'était la possibilité, enfin en tout cas du côté israélien, d'une intervention majeure contre l'Iran. L'Iran qui a toujours fonctionné par proxy jusqu'à cet axe qui a fini brisé, donc le changement de régime en Syrie notamment, qui fonctionnait finalement par intermédiaire, parce que justement la crainte, et là j'en reviens à la question de l'Irak en 2003, qui a quand même été, à mon avis, fondamentale, l'obsession des Iraniens, c'était la possibilité d'un régime change en Iran. Donc en fait, on n'est pas vraiment sorti de ça. Maintenant, ce qui est intéressant, avec Trump, cette hypothèque-là est partiellement levée, puisqu'il ne prêche le régime change nulle part. Oui, mais alors en même temps, concernant l'Iran, là, on est dans une sorte d'ambiguïté tout de même, parce qu'il n'y a pas non plus de vision claire. Est-ce qu'on va passer par le commerce, par cette mondialisation heureuse des échanges, pour faire de l'Iran un acteur normalisé? C'est ce qu'il a dit, Trump. Alors on peut pourquoi pas. Est-ce qu'on est sur une logique? Il n'a pas de prévenance, mais j'en reviens donc à ce parallèle, cette analogie que je traçais avec les années Eisenhower, parce qu'Eisenhower aussi parlait aux parias. Enfin, on est entre, moi, mon avis, Reagan et Eisenhower sur les héritages. Mais est-ce que c'est plutôt une détente stratégique, mais qui n'engage pas davantage? Je ne pense pas qu'on ait encore quand même de vision claire. Est-ce que les Iraniens vont jouer le jeu d'un accord? Parce que le JCPOA, l'accord de 2015, il était quand même très précis, très compliqué, difficile à surveiller, à mettre en œuvre, etc. Avec Trump, il est probable qu'on arrive à un accord un peu plus sommaire, disons. Est-ce que vous pensez que les Iraniens vont jouer le jeu ou qu'ils vont continuer leur programme dans le dos des Américains? Ils n'ont pas le choix. Si le programme militaire, le programme nucléaire iranien est contrôlé par l'AIEA, il est contrôlé au moins de milligrammes d'uranium enrichi. C'est clair. Donc on ne peut pas sortir d'un accord sur le nucléaire contrôlé internationalement. Il y a toutes les garanties là-dessus. Et au niveau des services israéliens, Mossad ou armée, et même les plus raisonnables en Israël, ils ont dit qu'on aurait dû accepter en 2015 cet accord, parce qu'il n'était pas si mauvais que ça. Petit détail, l'Iran est un pays de 90 millions d'habitants, qui a du gaz et du pétrole à savoir qu'en faire, qui est la société la plus instruite du Moyen-Orient. Si vous voulez faire du blé, c'est pas au Qatar. Il y a 50 000 habitants. Vous me parlez comme si j'étais Donald Trump. Mais... Pourquoi pas? C'est pour ça qu'on avait 120 sociétés qui étaient allées du MEDEF en Iran. Si vous voulez faire du blé, il faut aller en Iran. Si au lieu de Total, c'était Exxon, si au lieu de Peugeot, on va passer le message à la Maison-Blanche. Monsieur Trump pourrait être intéressé par faire un golf à Téhéran. C'est pour ça qu'il a envoyé Didier Billion là-dessus. Évidemment, oui, mais alors je rappelle aussi que les Iraniens, entre 2015 et 2018, ont parfaitement respecté l'accord international. Il y a eu plusieurs, de nombreuses même inspections de l'AIEA, et à chaque fois les rapports étaient tous dans le même sens. Les Iraniens respectent scrupuleusement ce à quoi ils se sont engagés. Deuxièmement, sur l'Iran, je pense qu'il y a une dimension chez Trump, ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça sera la mondialisation heureuse, mais la généralisation du commerce, on revient là, et Trump voit bien qu'il y a 90 millions d'habitants, donc c'est un marché qui a des ressources, c'est une société qui est, en dépit du pouvoir, dynamique, donc il y a du business à faire. Et puis derrière l'Iran, il y a la Russie et il y a surtout la Chine. Or, rappelons-nous que l'obsession fondamentale de Trump, c'est la Chine, et donc là, il faut couper. Il y a un petit détail qui a attiré mon attention, c'est que je trouve que les Iraniens, assez habilement, ont suggéré
de créer un consortium commun avec les Saoudiens et les Émiratis pour l'enrichissement d'uranium. C'est malin, ça, non? C'est très malin. Pourquoi? Parce que contrairement à 2015, où les monarchies du Golfe étaient vent debout contre un accord avec Israël, cette fois-ci, les monarchies du Golfe sont avec l'Iran et les États-Unis pour dire on veut un accord pour la stabilité, donc pourquoi pas partageons un système d'enrichissement d'uranium. Et donc, c'est très malin. Et donc, Trump voit bien aussi que tout le monde a envie que cet accord se noue. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même l'obstacle de l'enrichissement. Et là, on voit qu'aux États-Unis, entre la ligne de Witkoff qui dit peut-être un peu d'enrichissement, la ligne parfois de Trump qui dit non, zéro enrichissement, pour l'Iran, c'est une ligne rouge. Donc, on va rentrer dans le dur. Là, on voit bien que c'est compliqué. Oui, mais s'ils mutualisent comme ça avec les amis de Trump, ça peut fonctionner. Paradoxalement, on voit que l'Arabie Saoudite est le principal soutien de l'Iran. L'Arabie Saoudite qui ne veut pas de bombardement de l'Iran. Si vous commencez, alors qu'on essaie de trouver un peu de stabilité, vous commencez à bombarder massivement l'Iran. Et Trump a dit que les Iraniens devaient féliciter le Cher Al-Thani. Oui, exactement. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, pour la première fois, on voit que les pays arabes de la région, l'Arabie Saoudite et l'Iran, sont d'accord pour dire nous avons droit, nous autres, à avoir aussi une force nucléaire, une technologie nucléaire, comme l'Israélien là. Quel est le seul pays qui est nucléaire dans la région? Vous m'offrez la transition, parce qu'au milieu de ces bouleversements, il y a Israël. Et Israël est toujours en guerre à Gaza, un petit peu aussi au Liban et en Syrie, mais surtout à Gaza, avec une situation assez dramatique, humanitaire, puisque ça fait maintenant 10 semaines que l'aide humanitaire est totalement bloquée. On a vu hier une déclaration assez surréaliste de Benjamin Netanyahou disant on ne peut pas provoquer de famine à Gaza parce que diplomatiquement, ça serait contre-productif. Bon. Donc j'envoie 5 camions. Oui, j'envoie 5. Non, il y en a 100 qui vont passer aujourd'hui. Il y en a 100 qui vont passer aujourd'hui. Est-ce que... comment vous expliquez, d'une part, que Trump délibérément n'ait pas fait escale en Israël, qui est a priori quand même le principal allié des Américains dans la région, d'une part, et d'autre part, il laisse la bride sur le cou, on va dire, à Benjamin Netanyahou, à la fois pour mener cette offensive militaire de reconquête totale de l'enclave en ce moment, la pression humanitaire colossale. Comment vous arrivez à déchiffrer les ambiguïtés de Trump vis-à-vis d'Israël, Myriam Benrad? Je pense que c'est quand même une sacrée épine dans la main, dans le pied, où vous voulez, Trump, cette affaire de Gaza, parce que pour en revenir à la perspective d'un regime change, c'était tout le discours de Netanyahou, c'est le discours des Israéliens depuis très longtemps concernant l'Iran. Netanyahou nous a parlé justement de ce grand Moyen-Orient. Enfin, il veut un peu réitérer l'aventure bushienne dans la région en entraînant l'Amérique, une Amérique qui ne veut pas se laisser réentraîner, parce que j'ai mentionné l'Irak, on pourrait mentionner l'Afghanistan. Il faut quand même prendre en compte ces héritages catastrophiques. Il n'y aura pas de remilitarisation à l'extrême de cette région, en tout cas pas sous la présidence de Trump, qui le dit, et je pense quand même qu'il le pense, le commerce plutôt que le chaos. Et l'opinion publique américaine ne va pas suivre, sachant qu'elle est elle-même très divisée par rapport à, on l'a vu au cours des derniers mois, par rapport à cette guerre à Gaza. Et je pense que c'était une façon de signifier aux Israéliens que les Israéliens vont devoir aussi finalement faire cavalier seul quant à la gestion de cette question, excusez-moi, j'ai juste terminé, de Gaza, que les Israéliens veulent évacuer, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même réussi en partie à renverser, je dirais, la tendance en leur faveur au niveau régional. Mais ils sont complètement embourbés à Gaza aujourd'hui et dans les territoires palestiniens. Et on sait très bien que cet hyper-militarisme ne va rien donner. Ni transfert massif des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie, ni de futur, je dirais, pour la société israélienne. Oui, mais il y a quand même ce plan de Trump de Riviera à Gaza vidé des Palestiniens, de ses habitants. Aujourd'hui, il y a une rumeur démentie, enfin à la fois évoquée dans les journaux avec des tas de sources et en même temps démentie officiellement par la Maison-Blanche d'un transfert d'1 million de Palestiniens en Libye. En Libye, où d'ailleurs à Tripoli, la ville est en proie au combat, donc ils ont besoin que de ça. Est-ce que Trump, pour l'instant, laisse Netanyahou, d'une certaine manière, mettre en œuvre la première partie de son propre plan? Mais on a vu quand même de sérieuses divergences entre l'administration Trump et l'administration israélienne. Les négociations menées
par Boller, l'émissaire américain, à l'insu d'Israël avec le Hamas, les négociations menées avec les Houthis pour obtenir un cessez-le-feu sans qu'Israël soit concerné, plus Shara, etc. Et on voit bien, il y a des propos qui ont été tenus, apparemment rapportés dans le Washington Post, par certains sénateurs à Benjamin Netanyahu qui ont dit, cette fois-ci, vous approchez de la ligne rouge où on ne pourra plus vous soutenir. Parce que, et vous avez remarqué... Donc pour vous, c'est qu'une question de temps avant que la Maison-Blanche dise à Netanyahou, bon, arrêtez vos... Vous avez vu quand même qu'il y a quelques jours, Netanyahou, pour la première fois, a dit « Je ne suis pas contre un arrêt de la guerre à condition qu'il y ait à la fois la démilitarisation du Hamas et l'expulsion, l'exil de ses dirigeants. » Donc là, on avait le fait que Netanyahou dise « Je ne suis pas contre la fin de la guerre », c'était une avancée parce que jusqu'à maintenant, il ne l'avait jamais dit. On avait tous compris qu'au contraire, il voulait poursuivre cette guerre parce que pour lui, c'est poursuivre la guerre, expulser les Palestiniens, etc. Sinon, oui, mais il vient de lancer une offensive massive. Oui, mais parce que je pense qu'il veut continuer sa pression militaire contre le Hamas pour obtenir des libérations, pour obtenir un nouveau cessez-le-feu et pour pouvoir négocier. Sauf que toutes les libérations ont été obtenues par des accords et des périodes de trêve. Exactement, c'est ce que tout le monde lui dit, y compris les Américains et Steve Witkoff en particulier. Didier Billion. Non, je pense que pour Trump, qui n'a pas d'amis mais que des intérêts, comme dirait l'autre, Israël devient un empêcheur de tourner en rond. Clairement, tu as rappelé l'otage américain qui a été libéré après négociation directe. Rappelez-vous aussi que quand Trump déclare officiellement qu'il va y avoir une reprise des négociations avec l'Iran, ça se situe dans le fameux bureau ovale, en présence de Netanyahou, qui a l'air un peu surpris quand on regarde la vidéo. Il n'avait pas l'air d'avoir été mis au courant. Donc ça veut dire concrètement que Trump est dans la situation où il pense pouvoir stabiliser la région pour toutes les raisons que nous avons évoquées précédemment, et que la politique israélienne est un facteur de déstabilisation contradictoire avec ses objectifs. Alors, pour autant, je ne crois pas qu'il va y avoir... Tout à l'heure, j'expliquais qu'il n'y avait plus d'alliance au sens classique du terme. Il en reste une quand même, c'est entre les États-Unis et Israël. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des divergences et que ce n'est pas Trump qui va se mettre à genoux devant Netanyahou. Mais est-ce que ça suffit de ne pas faire escale en Israël pour faire passer le message le symbole Parce qu'on n'entend pas Donald Trump sur tout ce qui se passe. Si. Là, il doit faire pression sur l'administration et le gouvernement israélien. Outre toutes les raisons évoquées par Jean, il y en a une autre qui pousse Netanyahou à aller toujours plus fort. C'est qu'il joue sa propre survie politique. Il sait très bien que s'il acceptait un cessez-le-feu, et on peut prier pour que cela se fasse dans les meilleurs délais, immédiatement, il va y avoir démission des suprémacistes juifs. Donc, la nécessité de procéder à de nouvelles élections, qu'il est bien loin d'être sûr de gagner. Et donc là, c'est la rentrée en œuvre d'un processus judiciaire, qui est déjà entamé. Donc là, il joue sa carte. Bernard Ourcade. Je crois qu'on est en face d'une situation un peu cornélienne entre l'État d'Israël, qui est un État membre de l'ONU, qui a droit d'exister dans le Moyen-Orient, et c'est une chose claire et nette, et des pays soutiennent l'existence d'Israël, n'est pas remise en cause. Mais un gouvernement israélien d'aujourd'hui, Netanyahou, avec sa droite extrême, qui ont une politique qui n'est pas celle de la défense de l'État d'Israël, mais qui ont une perspective impérialiste de conquête de la Cisjordanie, d'éliminer tous les Palestiniens de la région avec une déportation, etc. Autrement dit, il y a une dissociation aujourd'hui entre l'État d'Israël, que nous aimons tous et que l'on soutient par principe, et un gouvernement, mais qui gouverne quand même cet État, donc il y a ambiguïté, et qui fait une politique inadmissible. Et donc personne n'intervient, sauf les Européens commencent maintenant, à cause du drame de Gaza qui est épouvantable, à dire « bon, on ne peut pas se taire ». Et pour l'instant, on dit « il y a un gouvernement en Israël, on écoute ce gouvernement, pas de régime change, pas d'influence quand même, ne faut-il pas dissocier les deux ? Et je reprendrai les tribunes qu'a fait Delphine Orweiler il y a une semaine maintenant, disant que pour l'amour d'Israël, de l'État d'Israël, pour être sioniste, je m'oppose à la politique de Netanyahou. Et dissociation entre les deux. On peut difficilement faire dissocier les deux, mais c'est la question qui se pose aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que fait Donald Trump jusqu'à maintenant, et on ne sait pas quel plan il a pour les Palestiniens, à part l'histoire de la Riviera à Gaza, dont on peut penser que c'est fantasmagorique, mais il n'a jamais dit qu'il était pour un État palestinien. Il a entériné l'annexion unilatérale de Jérusalem. Alors, est-ce que c'est pas la pièce qui manque dans la construction de la diplomatie américaine? Il laisse faire, je dirais, Netanyahou, mais il faut rappeler quand même qu'en janvier,
lorsqu'il y a eu l'imposition, la conclusion du cessez-le-feu, elle s'est faite parce que Steve Witkoff, un samedi jour de Shabbat, a tordu le bras et a engueulé puissamment Benjamin Netanyahou. Donc il y a eu et le cessez-le-feu au Liban signé le 27 novembre aussi, Israël n'en voulait pas. Donc en coulisses, il y a eu des frictions. Et je pense qu'effectivement l'administration Trump est pro-israélienne. Trump a des alliés évangélistes, sionistes qui sont encore plus pro-israéliens même que les Israéliens, mais il y a aussi des anti-interventionnistes qui sont là pour lui dire attention, attention. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'il n'est pas dans l'affect. Et c'est le jour où Netanyahou remet en cause, met en danger les intérêts américains dans la région, il pourrait intervenir. Il faut quand même rappeler qu'il a dit, c'était aux Émirats Arabes Unis la semaine dernière, je le cite, beaucoup de gens à Gaza sont affamés de la part de quelqu'un qui justement. En même temps, c'est pas un point de vue idéologique. Non, mais justement, mais venant de Trump, c'est quand même et ça peut faire capoter toute la politique consensuelle qu'il met en place. Le drame de Gaza a une telle ampleur, une telle profondeur, que parce que l'extrémisme de Netanyahou et de l'État israélien ça menace tout le reste. Que ça peut faire capoter tout l'ensemble. Mais Myriam Benrad. Il va y avoir une décision, quand même, depuis, je fais une référence à Bush, parce qu'il y a quand même des continuités entre ces administrations qui sont transpartisanes. En tout cas, depuis le 11 septembre et depuis les années Bush, on a une évacuation totale de la question palestinienne. En réalité, la refondation hypothétique du Moyen-Orient avec la guerre d'Irak, l'intervention en Afghanistan, elle évacuait déjà cette question. Vous l'avez dit, finalement, il a expédié cette problématique en mais quand tous les autres problèmes sont réglés, c'est là qu'elle ressurgit en général. Aujourd'hui, il estime que ce n'est pas l'interventionnisme militaire qui va apporter la stabilité, la paix, la prospérité. C'était l'approche finalement très néoconservatrice qui a été adoptée finalement par une frange de l'administration américaine sous Bush. Là, il estime qu'il faut revenir à la réelle politique, faire du commerce, du business, des contrats pour arriver à cet objectif, encore une fois, mesurable. Parce qu'il est quand même entrepreneur, il faut avoir, si vous voulez, il faut avoir un bilan des choses. Mais juste pour finir, donc cette question palestinienne, en réalité, elle est complètement évacuée. Il n'y a il peut nous parler de Riviera, de ce qu'il veut, depuis 25 ans, depuis la mort des accords d'Oslo dans cette région, parce que c'était quand même avec la seconde intifada très clair, on n'a aucune politique américaine. Oui, mais pardon, on revient au point de départ. Est-ce que l'influence des Saoudiens sur cette question, puisque Donald Trump les a invités à rejoindre les accords d'Abraham, mais leur réponse qui a été entendue par Donald Trump, c'est d'accord, mais d'abord, il nous faut arrêter la guerre à Gaza et il faut une feuille de route crédible vers un État palestinien. Les accords d'Abraham, en quelque sorte, enfin c'est comme ça que je les vois, c'est une régionalisation justement de la charge du règlement israélo-palestinien, mais qui évacue encore la question palestinienne, à défaut, alors en partie, à défaut d'une diplomatie américaine qui avait quand même fait pendant des décennies de cette question. On ne va pas reparler des accords de Camp David, de toute la diplomatie parce qu'il nous reste 2 minutes. Mais enfin, qui avait fait quand même de cette question le pivot de la transformation du Moyen-Orient. Je suis d'accord avec Myriam, c'est qu'on a un problème fondamental, bien antérieur aux accords d'Oslo. C'est depuis les accords de paix entre l'Égypte et Israël, c'est ils veulent régler la question palestinienne sans demander leur avis aux principaux concernés, c'est-à-dire les Palestiniens. Oui, mais là, donc on a un problème. A été obligé de prendre position, alors qu'il était plutôt en faveur, mais sous l'effet de la pression de ces sujets, il a dit à Trump, je ne peux pas me rapprocher d'Israël. Donc on voit bien qu'il y a un retour, cette question palestinienne dont tout le monde pensait effectivement qu'elle était enterrée. Justement, on arrive au terme de cette émission, mais j'ai une question quiz pour vous, parce que il est prévu que la France fasse ce geste de reconnaître un État palestinien lors d'un sommet prévu sous l'égide de l'ONU avec les Saoudiens le 18 juin. Est-ce que la France doit reconnaître un État palestinien, Myriam Benrad? De toute façon, est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il est réalisable cet État palestinien? Est-ce qu'on a raison de le faire si on le fait le 18 juin, oui ou non? Sur le principe, bien sûr, puisqu'il en va aussi, bien sûr, du droit international et de la future, architecture régionale. Il faut un choc et une décision courageuse. Il faut du courage politique. On parlait des héritages pour lesquels il faut trouver une solution. La question palestinienne qui permettra de faire un Moyen-Orient heureux. Donc il faut marquer prendre des décisions courageuses. Et je pense que si la France, avec d'autres pays, et l'Arabie Saoudite, les Britanniques sont prêts à se joindre, ce serait un moyen de déclencher un processus virtuel. Oui, d'accord. Didier Billion. Oui, 3 fois oui, c'est une urgence vitale, impérative,
et dans l'immédiat. J'ai entendu Macron qui plusieurs fois nous a dit « Je reconnaîtrai l'État de Palestine quand ce sera utile ». Mais c'est utile, ô combien est nécessaire. Georges Malbruno. Alors, moi, je pense qu'il va le faire parce que ce qui m'a frappé, moi, hier, je l'ai écrit il y a 15 jours à mon retour d'Arabie Saoudite, c'est qu'il voudrait effectivement que l'Angleterre et le Canada viennent avec lui. Jusqu'à maintenant, il y avait. Mais il a raison ou il a tort? Parce qu'on est au terme de l'émission. Je pense qu'il a raison. Il a raison et il faut qu'il entraîne derrière lui d'autres pays. C'est ce dont Israël a. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos avis sur cette région. Vous nous avez fait comprendre des choses qui n'étaient pas évidentes. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.